Bonsoir, monsieur Alain-Claude Billy-Bizet. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je vais vous mettre en grand. Et voilà. Là, je commence. Là, je vais vous faire la demande pour que vous activez votre caméra pour qu'on vous voit. OK. Vous devez l'accepter et vous l'enregistrez. Parfait. C'est fait. Très bien. Monsieur Alain-Claude Billy-Bizet, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais bien, merci, et vous-même. Ça va très bien. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir invité, de partager un moment avec vous. J'espère qu'on pourra aborder tous les sujets. Très bien. Alors, sans plus tarder, je vais vous permettre de vous présenter. Vous êtes déjà très connu, mais quand même, on va respecter le chronogramme. Et puis, voilà. Donc, je vous donne la parole et vous permets de vous présenter aux Gabonais qui sont présents aujourd'hui avec nous. Ils sont plus de 1900 personnes. Donc, je vous donne la parole et vous laisse vous présenter. Merci, merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis Alain-Claude Billy-Bizet, connu sur le plan politique, bien entendu, mais au civil. Je suis un citoyen gabonais, je suis marié, père de famille, je suis grand-père maintenant, grand-père de deux adorables petites-filles, une petite-fille et un petit-fils. Et ce que je peux dire par ailleurs, c'est que je suis né dans une famille gabonaise normale, une famille gabonaise modeste. J'ai connu un parcours que chacun peut essayer de regarder ici et là, un parcours ordinaire d'un enfant du Gabon qui a ensuite connu ses hauts et ses bas, ses difficultés, ses réussites, ses échecs et autre chose. Mais ma vie n'a pas toujours été facile. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Me présenter n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle dans mon pays. Je sais que ça interroge beaucoup de personnes. Pourquoi se présenter? Est-ce que c'est une bonne décision? Nous en parlerons certainement, mais voilà, je voulais juste dire cela. Après, le reste, c'est en fonction de vos questions, de celles de vos invités, que nous pourrons aller plus loin. Voilà. Très bien. Votre parcours politique, les fonctions que vous avez occupées au sein de l'administration gabonaise de façon brève comme ça, est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Oui, bien sûr. Mon parcours politique a commencé, enfin avant le parcours politique, j'ai milité au sein du RND de Paul Mbapessol, et avec le RND, lorsque Mbapessol devient maire de Libreville, 3 années après son élection, je rejoins les équipes à la mairie de Libreville. J'ai été d'ailleurs intégré à la mairie grâce à quelqu'un que vous devez connaître peut-être, M. Henri Révillé-Ngueza. Contrairement à ce qui est dit souvent, je n'ai pas été de la première équipe qui a accompagné le père Mbapessol, qui était l'unité d'action culturelle et de formation. C'est là-bas que je suis entré comme agent municipal. Et ensuite, j'ai gravi des échelons à la mairie. Je suis devenu chef de service. Ensuite, je suis passé directeur de la communication municipale et porte-parole de la mairie. Lorsque le père Mbapessol fait l'alliance avec Omar Bongo Dimba et qu'il devient ensuite ministre d'État ministre des droits de l'homme, j'ai fait partie de son cabinet comme conseiller. Et n'étant pas fonctionnaire, j'ai été conseiller plusieurs années dans des cabinets de Mbapessol sans être salarié, sans avoir de rémunération, mais j'ai travaillé. Et ensuite, pour faire court, en 2005, on accompagne Omar Bongo sur son élection. Et après cette élection, j'entre au gouvernement en 2006 comme ministre délégué auprès du ministre de la Communication, qui était à l'époque René Desmuseaux-Vian. En 2007, remaniement, je vais donc rejoindre le ministère de Transport avec Mme Charbon, je suis ministre délégué. Et en 2008, je quitte le gouvernement. Entre-temps, en 2006, j'avais été élu député à Makokou. Et quand je quitte le gouvernement, je vais à l'Assemblée nationale. C'est en 2011. En 2011, je fais les élections à Makokou face à Emmanuel Sozengondé. Et ensuite, je reste à la maison. Et en mars 2012, je suis appelé auprès d'Ali Bongo comme conseiller politique et porte-parole de la présidente de la République. Et j'y reste pendant 3 ans. J'entre au gouvernement à nouveau en septembre 2015 comme ministre de la Communication, dans d'autres portefeuilles porte-parole du gouvernement. Et après la présidentielle de 2013, je maintiens le rôle de porte-parole du gouvernement avec le ministère de la Communication élargi à l'économie numérique,
d'investiture et de devenir d'État. Et là, je crois que vous connaissez, jusqu'en janvier 2023, Premier ministre, et en août 2023, nous avons eu le coup d'État, et depuis là, j'ai décidé d'engager notre chemin, et nous voici devant vous aujourd'hui comme candidat à l'élection de France. Ok, en commentaire, on dit que le volume n'est pas très bien réglé. Est-ce que vous pouvez rehausser votre téléphone si jamais il est posé sur la table? D'accord, je vais essayer de le faire. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, mais bon. Alors, le seul introduisé avant le coup d'État, c'est-à-dire le 29 août 2023, vous étiez Premier ministre. Le coup d'État, il arrive le 30 août 2023. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos dernières journées de fonction de Premier ministre, c'est-à-dire juste avant que le coup d'État n'arrive? C'était quoi votre journée, par exemple, de 2029? Comment vous prenez connaissance du coup d'État? Quelles sont vos impressions sur le coup quand on annonce le coup d'État de 2023? Écoutez, j'avais passé la période de la campagne électorale à ma famille et je suis rentré sous le... Vous êtes sérieuse là pour crier comme ça? C'est comment? Le 26, j'ai tenu quelques réunions à la primature avec quelques membres du gouvernement. Le 29, j'ai continué à travailler et je suis rentré à la maison auprès de ma famille. On a dîné, on a passé un moment ensemble, on a discuté. Et vers 3 heures du matin, je suis recueilli par un coup de fil d'un compatriote, Serge Constant Adessos, je crois que vous le connaissez. Celui qui me réveille à 3 heures du matin, qui me dit qu'on vient de proclamer les résultats et qu'Ali Bongo avait été vu à 67%. Donc je descends pour regarder la télévision avec mon épouse et mon fils de 16 ans qui nous suit. On regarde ensemble la télévision et là on voit qu'il y a des militaires qui apparaissent. Nous nous donc un coup d'État. Comment j'ai vécu? D'abord j'étais surpris, mais ensuite lorsque j'ai regardé la vidéo de militaires, j'ai reconnu beaucoup d'entre eux, faisant partie de la garde rapprochée d'Ali Bongo. Il y avait notamment le président des pays spéciaux que j'ai reconnu. Il y avait M. Maken Mende que j'ai reconnu également. Il y avait le colonel Étoile que j'ai reconnu dès cet instant. J'ai compris que c'était un coup d'État interne à la GR. Et la vidéo avait été tournée dans l'enceinte de la présidence de la République, ce qui voulait dire en réalité que bon, c'est la GR qui a fait le coup d'État. J'en ai tiré la conclusion et je suis resté chez moi. Aux alentours de 6 heures du matin, j'ai dit à mon épouse, écoutez, lorsqu'il y a coup d'État, certainement que le Premier ministre, on viendra me chercher. Je ne souhaite pas qu'on vienne me trouver dans un état un peu inconvenant. J'ai pris ma douche, je me suis habillé, j'ai mis ma cravate et j'ai attendu que les militaires viennent me chercher. Et j'avais un aide de camp qui était un commandant de la garde républicaine, le commandant Joël, et c'est lui en réalité qui gérait ma sécurité en tant que Premier ministre. Il s'est rapproché de moi autour de 6h30 du matin. J'ai reçu un appel de l'ambassadeur de France, c'était M. Lamec à l'époque, et qui me dit, mais Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne condamnez pas le coup d'État? Je lui dis, mais écoutez, à l'heure qu'il est, je ne sais pas ce qu'est devenu le président. Je ne suis en contact avec aucun autre dirigeant, chef d'institution, et je ne peux pas me prononcer tant qu'il n'y a pas eu une concertation. Vers 9h, le commandant Joël m'a dit que j'allais recevoir un appel du général Oligui. Et puis à 9h30, j'ai été appelé et il m'a proposé donc un rendez-vous à la présidence. Je me suis rendu à la présidence à 13h, on a eu un entretien et ensuite je suis revenu à la maison. Donc voilà comment la journée du 29 au 30 s'est déroulée pour moi. Alors, vous dites que monsieur le général Oligui vous a appelé au lendemain du coup d'État et que vous avez eu un entretien. Or, monsieur Oligui a déclaré qu'en réalité, le coup d'État était fait de votre fait, que vous étiez une des raisons principales pour lesquelles le coup d'État a été fait. Alors, nous sommes un peu surpris d'entendre de votre bouche que juste au lendemain de ce fameux coup d'État, vous avez été invité à un entretien avec le
général Brice Clotaire Oligui. Est-ce que... Madame, ce live que vous m'accordez de faire avec vous me donne l'opportunité de dire un certain nombre de choses et je voudrais placer notre entretien sous le sceau de la vérité, sans avoir pour autant à trahir le secret d'État, si tant est que cela a été à ma connaissance. Je me suis rendu ce jour-là, le 30, au bureau de M. Oligui à sa demande. Son bureau de commandant en chef de la GR, nous nous sommes rencontrés, on n'était pas deux. Il était entouré du général Baraswaga, commandant en chef de la gendarmerie, de son directeur de cabinet de l'époque, le colonel Makan Nembe. Nous nous sommes entretenus, l'entretien a duré à peu près 1 heure, et au cours de cet entretien, ils m'ont proposé de continuer à servir comme premier ministre du gouvernement. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas, qu'il y avait eu un coup d'État, et que je faisais partie de l'exécutif, et que ce coup d'État m'avait concerné. Ils ont insisté. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et puis, autour de 14 heures, est arrivé l'ambassadeur de France et je me suis retiré, je suis rentré chez moi. Tout simplement. Bah, que voulez-vous que je vous dise d'autre? Je suis rentré chez moi, j'ai dit que j'allais y réfléchir puisqu'il avait insisté. Et le 31 août, je crois qu'on était au mois d'août, me semble-t-il. Le 31 août, j'ai été à nouveau appelé par le directeur général du protocole d'État, M. François Ekouta, pour me dire que j'étais attendu à 21 heures auprès du général Oligui. On était sous couvre-feu, je m'en suis inquiété. Il m'a dit non, on enverra une escorte vous chercher. Et ma sécurité m'a amené au palais à 21 heures le 31 août. Et là, à 21 heures, j'ai trouvé un certain nombre de personnalités et de personnes proches du général Oligui, qui étaient toutes d'ailleurs de Ngouni. Et il m'a reçu au salon marocain, en présence cette fois-ci de Syria Kanjoua. Et il m'a réitéré sa décision de faire de moi son premier ministre, qui m'avait d'ailleurs été confirmé dans la journée par quelques-uns de mes amis qui en avaient eu la confidence. Là aussi, bon, écoutez, les éléments de preuve existent, s'ils veulent en douter. Et puis, j'ai dit que j'allais y réfléchir et j'ai fini par décliner parce que je ne souhaitais pas du tout m'impliquer dans la gestion de militaires qui nous avaient enlevé du pouvoir. Non pas parce que j'étais nostalgique de quoi que ce soit, mais parce que j'estime que le démocrate que je suis, on en parlera, je ne peux pas les servir dans un gouvernement militaire. Voilà, c'est tout. Très bien. Alors, pour planter le décor comme ça, et juste après cette question, je ferai monter les différents panélistes. Les Gabonais vous ont souvent reproché certaines déclarations que vous avez faites à l'époque où vous étiez porte-parole du gouvernement ou de la présidence. Est-ce que vous pensez que dans le cœur des Gabonais, ou par rapport à vos déclarations aujourd'hui, vos attitudes, le peuple gabonais pourrait vous pardonner des déclarations que vous aviez souvent faites? Vous savez, c'est une question que je me suis posée, mais sérieusement, je la suis posée. Aujourd'hui, j'ai reçu l'association des victimes des événements de 2016. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Il y avait Madame Aïcha, il y avait Monsieur Mavioga, il y avait d'autres qui étaient là, dont je me souviens plus les noms. Nous nous sommes entretenus pendant environ 1h30. Et pendant 1h30, nous nous sommes parlé. Et je n'oublierai pas ce que Madame Aïcha m'a dit aujourd'hui. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, vous savez, on a beaucoup hésité à venir vous rencontrer. Nous avons fait plusieurs réunions et on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on aille voir Monsieur Bidi Binzé? Parce que moi, Aïcha, je ne peux pas dire que je vous déteste, je vous hais. J'ai de la haine pour vous. J'ai entendu cela dans mes oreilles. Nous nous sommes entretenus également avec M. Mavioga qui m'a raconté l'histoire de son fils que ce jour-là a été tué, non pas au QG de Jean-Ping, mais chez lui, dans son quartier. J'ai écouté d'autres témoignages, madame. Est-ce que les Gabonais me pardonneront les déclarations que j'ai faites? Je l'espère. J'espère qu'ils me pardonneront ces déclarations-là. Je m'en suis excusé. J'ai dit que j'avais donné la version officielle et que je n'avais aucun moyen institutionnel et personnel de vérifier le nombre de morts qu'il y avait à part les chiffres de la police qui m'ont été communiqués. Et ces chiffres de la police, je n'ai pas été le seul à le communiquer. Monsieur Paco Moubele, ministre de l'Intérieur, a communiqué les mêmes chiffres. Les preuves existent, les coupures de journaux d'époque existent. Et donc, je comprends que les Gabonais m'en aient voulu. Lorsque on perd son enfant, lorsqu'on perd un parent, lorsqu'on perd un voisin, et lorsque vous avez vécu ces choses-là, et que vous avez quelqu'un à la télévision qui vient vous dire,
il y a eu 3 morts, il y a eu 8 morts, je peux comprendre. Que ceux qui ont vécu cela aient de la haine, je peux le comprendre. Mais ce que je dis simplement, c'est que je n'étais pas en capacité, sur l'instant, de savoir le nombre de morts qu'il y avait. Je n'étais pas ministre de l'Intérieur, je n'étais pas ministre de la Défense, je n'étais pas dans les opérations en tant que commandant en chef, je ne suis pas militaire, j'étais porte-parole. Et j'ai donc porté la parole des chiffres officiels que le gouvernement a communiqués. On m'en a voulu, on m'en va encore aujourd'hui. C'est, comment vous dire cela? C'est quelque chose que je déplore et j'espère qu'un jour les Gabonais comprendront. C'est pour cela que, à titre personnel et au titre de mes engagements, je me bats pour qu'il y ait cette commission vérité, justice et réconciliation. À titre personnel parce que mon âme, ma conscience, mon intégrité morale sera totalement guérie lorsque je saurai ce qui s'est passé. Et j'ai fait une déclaration en disant, une fois que cette commission se sera réunie, qu'on aura mené toutes les enquêtes et qu'on aura établi les responsabilités, moi, Billy Binzer Alain Tol, j'ai conscience que M. Ali Bongo était auteur des instructions qui ont été données. La loyauté que je lui ai témoignée, je la retirerai parce que ce serait inacceptable. Je l'ai dit et je souhaite que cette commission ait lieu. Je suis candidat. Si je suis élu, je la mettrai en place aussitôt. Si je ne suis pas élu, je me battrai pour que cette commission soit en place parce que les Gabonais ont droit à la vérité et moi-même, j'ai droit à cette vérité pour la réparation de mon image dans l'opinion et pour la réparation de notre pays. On a droit à cette vérité-là. Très bien. Donc, comme ça, je vais commencer à donner la parole aux panélistes. Et le premier intervenant va être Monsieur Bernard Christian Rekula. Bonjour Monsieur Alain Claude. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Je suis Bernard Christian Rekula, activiste, lanceur d'alerte gabonais. Je vais vous poser en 5 minutes quelques questions. Je vais être certainement cru dans mes questions, tout en restant cordial, bien sûr. Monsieur Alain Claude Billet-Binzé, vous avez dit vous-même que vous avez été l'un des piliers visuels du régime déchu. Vous avez conscience également qu'à tort ou à travers, vous êtes extrêmement détesté par une grande partie de la population gabonaise. Je ne saurais la quantifier, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes extrêmement détesté, voire haï par une grande partie de la population gabonaise. Et aujourd'hui, à cause de ce coup d'État, vous vous présentez à l'élection présidentielle. Premièrement, pensez-vous que qu'il y a eu suffisamment de temps écoulé afin que les Gabonais puissent, malgré votre mea culpa, vous pardonner, tourner la page et vous élire comme futur président de la République? C'est la première question. La seconde question, toujours dans cet ordre. Il va répondre d'abord à la question. D'accord. Il faut oublier les questions. Il faut qu'on aille. Vous savez, moi je ne suis pas dans le cœur des Gabonais. Vous avez la capacité de savoir ce que pensent les Gabonais de moi, c'est possible. Mais en tant qu'influenceur, vous avez également agi pour que les Gabonais pensent cela de moi. Ça aussi, il faut le reconnaître. Mais en réalité, vous dites que j'ai dit que j'étais un des piliers. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'étais un des visages du régime. Les piliers du régime, ce n'était pas moi, mais j'étais un des visages du régime. Ensuite, vous me dites, est-ce que je pense pouvoir être élu compte tenu de la haine que les Gabonais me vouent? Mais les Gabonais qui me soutiennent là, qui m'accueillent tous les jours, je rentre dans leur maison, nous discutons. Eux, ils vivent où? C'est des extraterrestres. Il faut pouvoir nuancer. Il y a des gens, effectivement, au Gabon, qui, pour des raisons et d'autres, ne m'aiment pas. Soit parce que j'ai servi un régime, soit parce que j'ai pu commettre des erreurs. Cela existe. Mais vous connaissez un être humain qui fasse l'unanimité, même dans vos familles? Vous êtes sûr que dans votre propre famille, vous faites l'unanimité? Moi, je pense une chose. Je suis un homme politique. Et je ne suis pas né au PDG. J'ai un parcours politique. Mon parcours politique, je l'ai débuté dans l'opposition, en portant un certain nombre d'idées auprès de personnalités politiques que j'ai connues à l'époque. J'ai parlé de Mbabe Sol, j'aurais pu parler de Fabien Méré, qui a été un ami personnel, j'aurais pu parler d'Anaké Bichelo, avec qui on a également travaillé, j'aurais pu parler d'autres personnalités politiques. En 2014, je suis conseiller politique à la présidence de la République.
Et un jour, au cours d'un déjeuner, le président Ali Bongo me dit, mais Alain-Claude, dis-moi, j'ai une partie de ma famille et quelques-uns de mes amis qui me disent de me méfier de toi parce que tu es le prochain Baobab. Lorsqu'on fait de la politique, on a des projets, on a des ambitions. Tout au long de l'année 2023 et même avant, au sein du gouvernement, au sein de la présidence de la République, beaucoup de gens disaient « Faites attention à Billy Binze parce qu'il a des ambitions ». Et moi, je leur ai répondu « Un homme politique qui n'a pas d'ambition, il vaut mieux s'en méfier parce que ce n'est pas un homme politique ». Et vous me demandez si les Gabonais sont prêts à me lire. Je vous réponds, les Gabonais aujourd'hui m'encouragent à être candidat. Je les rencontre, ils me disent « On ne vous connaissait pas ». D'autres me disent « On vous connaissait, on vous encourage ». Après, le choix des Gabonais se fera dans l'urne, dans l'isoloir. On verra ce que ça va donner. Mais moi, je suis candidat pour porter un message de transformation du pays, de changement. Après, vous avez une opinion, je la comprends, même si je ne la partage pas. Mais c'est votre opinion.